Donc, de retour sur Néo-Québec avec Jade. Allô, Jade. Allô, Josépha. Oui, donc de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? C'est vraiment agréable. Excusez-moi, petite parenthèse. C'est vraiment agréable d'avoir quelqu'un qui prend juste le temps de me demander de quoi je vais parler, qui commence pas directement à critiquer avant même que j'ouvre la bouche. De rien. Je dis ça parce que Cyril est absent. Il est juste à la technique, il est malade. Donc Josépha s'est proposée et elle fait un super travail. Alors, je vais vous parler du mois de l'histoire des Noirs. Je vais rebondir en fait avec ce dont a parlé Josépha par rapport aux événements culturels, puisque au Canada, on est donc en février. C'est le mois de l'histoire des Noirs. C'est très connu aux États-Unis. Pour ceux et celles qui nous regardent pour d'autres pays, il faut savoir aussi que c'est quand même plutôt bien installé au Canada. Et je trouvais ça intéressant de revenir un peu sur la fondation du mois de l'histoire des Noirs, comment on a fini par en obtenir un. Des petites critiques du genre pourquoi est-ce qu'on a février qui est le mois le plus court de l'année par exemple, ça pourrait y répondre. Et aussi pourquoi est-ce que ça s'est bien implanté aux États-Unis, ça marche au Canada, on le trouve aussi en Allemagne, puis par contre en France, c'est une bataille hein, pour réussir à avoir le mois de l'histoire des Noirs qui commence à être quand même présent, mais surtout dans le milieu militant, engagé, associatif, mais qui n'est pas rentré en fait dans la société comme on peut le voir par exemple aux États-Unis où les écoles le célèbrent, où même Trump a été obligé d'aller en live pour célébrer le fait que c'était le mois de l'histoire des Noirs et ça a dû pratiquement l'étouffer. Donc c'est pour montrer à quel point quand même c'est vraiment bien ancré dans la société états-unienne. Donc on va revenir du coup, si ça vous intéresse, hein, parce que je vous sens Mais bien sûr, mais bien sûr. dubitatif. Donc le mois de l'histoire des Noirs en février, il faut savoir que souvent on dit par exemple on nous a donné que le mois de février ou pourquoi l'Occident nous accorde que ça. Il faut bien comprendre que ce n'est pas là c'est un des rares cas, enfin des rares cas là c'est un des cas les plus intéressants quand même. Ça n'a pas été le mois de l'histoire des Noirs n'a pas été du top down, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a été institué, donné par une institution pour un peu calmer le jeu. C'est vraiment parti de la communauté noire. Et en fait, ça a été créé par le docteur Carter J. Woodson. Carter J. Woodson, pardon, était tellement de choses, très prolifique. Étudiant, il a été diplômé à Harvard. Il enseignait à Howard University, qui est une université surtout noire. Parce qu'aux États-Unis, il y a les HBCU. Et on pourra en faire tout un sujet de chronique, c'est très intéressant. Mais en tout cas, Howard University, c'est une université surtout majoritairement noire. Il était fondateur de The Journal of Negro History, donc le journal de l'histoire de l'homme nègre. C'était un columniste régulier au journal Negro Road. Il a énormément écrit. Il a publié plus de 20 livres, dont son plus fameux, c'est The Miseducation of a Negro, qui est sorti en 1933. Donc, la mauvaise éducation, pas mauvaise éducation, mais l'éducation, miseducation. Comment on pourrait traduire ça en français? Biaisé, exactement. Merci Cyril. Cyril malade, mais toujours aussi au taquet. L'éducation biaisée du noir en 1933, qui est toujours considérée aussi pertinent de nos jours, donc utilisé dans les universités. Il a fondé une maison de publication, Associated Publishers, qui, si je ne m'abuse, fonctionne toujours aujourd'hui, qui est une des plus anciennes maisons de publication. Donc c'était quelqu'un de vraiment très prolifique et surtout c'était un historien et il considérait vraiment en fait que l'histoire devait être une source de motivation, mais également elle devait être utilisée comme finalement une arme, dans le sens où en tant que homme noir lettré dans le milieu éducatif scolaire institutionnel, il était très critique envers l'institution scolaire notamment. Il disait par exemple que dans l'institution, il voyait à quel point la contribution des personnes racisées, et plus particulièrement la contribution des personnes noires, était constamment mis de côté, effacée ou complètement détournée, ou alors carrément il y avait une mauvaise représentation en fait de l'histoire des Noirs. Il était très critique sur, quand on regarde l'histoire américaine, il y a une absence de prise en compte de l'histoire des Noirs, de la population noire. Et non seulement il y a une absence de prise en compte de cette histoire-là, mais lorsqu'on l'enseigne, on l'enseigne de manière à ce que ça donne une mauvaise représentation de la population noire. Ça donne une mauvaise représentation de l'Afrique, par exemple. Et donc, finalement, ça travaille au maintien des rapports de pouvoir, de domination. Et pour lui, l'histoire, le fait de connaître l'histoire, de se réapproprier son histoire et d'être capable de s'éduquer soi-même et d'éduquer sa communauté était une arme, en fait, en soi. C'était extrêmement important. Donc, ce qu'il va faire en 1926, c'est qu'il va créer la Black History Week. Donc, au départ, c'était juste une semaine consacrée à l'histoire des peuples noirs, à leur participation à l'histoire de l'humanité, notamment, parce que malheureusement, ça a l'air d'être assez... bah oui, les Noirs font partie de l'humanité, oui, mais quand on regarde comment on enseigne l'histoire, c'est pas si évident, en fait.
Et finalement, petit à petit, ça va devenir Black History Month. Donc là, on peut me dire, mais pourquoi février? Et en fait, le docteur Carter a choisi février parce que c'était le mois où il avait vu qu'il y avait pas mal de activistes qui étaient nés en fait en février. Et aussi deux grandes figures, Frederick Douglass et Lincoln. Lincoln qui a signé le papier d'émancipation. Et Douglass, grand activiste des droits, libertés des populations noires. Donc du coup, c'est en hommage à certaines grandes figures en fait du mouvement de libération des Noirs qu'il a choisi le mois de février. Donc aujourd'hui on rigole souvent sur le fait oui mais c'est le mois le plus court de l'année. Je pense pas qu'il avait ça en tête en fait quand il a choisi février, c'était vraiment pour rendre hommage à ces figures-là, pour qu'elles soient centrales aussi dans la manière d'enseigner l'histoire. Donc du coup, comme je l'ai dit, il y a une étape critique de la manière dont les institutions marginalisent le savoir. Il faut savoir par exemple que Malcolm X, dans son dernier discours de 1965, son dernier discours, c'est-à-dire qu'il va être assassiné une semaine après, il y a un extrait assez célèbre en fait de son discours. You can't have the roots of a tree and not hate the tree. No, you can't hate the roots of the tree and not hate the tree. You can't hate your origin and not end up hating you yourself. Donc en fait, ce qu'il disait, c'était que dans les années 50, jusque dans les années 50, en fait, avant le mouvement de décolonisation, anticolonisation face à l'Occident, même après le mouvement de décolonisation, finalement, garde la main mise sur les représentations, les discours et sur la manière dont on va raconter l'histoire. Ça, c'est quand même assez connu. L'histoire est racontée par, entre guillemets, les vainqueurs, par les dominants. Donc, le discours que l'on avait était un discours de population noire asservie, marginalisés, qui avaient eu besoin en fait des blancs ils étaient des sauvages jusqu'à la colonisation, et puis quand on les a colonisés, on leur a appris à lire, à compter, ils ont eu des routes, donc c'est nous qui avons apporté la modernité aux pays noirs, aux pays du Sud. Et ce qu'il disait, c'est qu'il y avait eu un tel discours répété, rabâché, que même les populations noires, la diaspora, les descendants, avaient fini par l'intégrer au point de détester, au point de vouloir s'éloigner de tout ce qui pouvait être considéré comme l'Afrique. Donc Malcolm X disait, moi je constate que dans ma communauté, il y a la communauté afro-américaine, il y a un véritable dédain, mépris envers l'Afrique. On veut se différencier, on veut gagner l'approbation du blanc, on veut gagner l'approbation du colon. Et Malcolm X était très critique de ça, bien sûr, hein, ça fait partie de son héritage. Il disait, vous ne pouvez pas haïr l'Afrique et prétendre vous aimer, parce que si vous détestez votre origine, vous vous détestez vous-même. Un noir qui déteste l'Afrique ou un noir qui déteste les noirs ou la communauté noire et qui ne cherche que l'approbation blanc est un noir qui se déteste. Montrez-moi un noir tel qu'il est, qui parle comme ça, et je vous montrerai du coup un noir qui se hait. Donc ça, c'était très présent, et c'était du coup le dernier discours de Malcolm X avant qu'il soit assassiné une semaine après. Et dans le même ordre d'idée, pour faire lien avec la chronique que j'avais fait la semaine dernière, il y a 2 semaines, Harriet Tubman, par exemple, avait dit dans une de ses célèbres, je crois que c'était interview, en tout cas, non, un discours, en tout cas, elle avait dit que si elle aurait pu, en fait, libérer des centaines et des centaines d'esclaves, si seulement ils avaient su qu'ils étaient esclaves. Donc ça, c'était Harriet Tubman qui disait, j'aurais pu en libérer d'autres, c'est juste que ils ne voulaient pas être libérés parce qu'ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient libres. Ce qui peut paraître choquant, on se dit quel esclave ne se rendrait pas compte de sa condition, sauf que c'était pour vous montrer à quel point le conditionnement mental peut avoir un impact extrêmement puissant au point de se détester et de ne pas se rendre compte de sa condition. Donc ça, Tubman en avait mis en avant, et c'est quelque chose qui est très fort en fait dans le principe de du Black History Month, c'est de prendre le temps de s'interroger, de se réapproprier cette histoire, non pas juste en février, mais puisque ça va être le sujet principal en février, ça va obliger également à y penser toute l'année. C'est constamment qu'on doit rechercher son histoire. Et aussi, c'est très critique là-dessus, il disait l'histoire des populations noires n'a pas commencé avec l'esclavage. Et ne s'est pas terminée avec Martin Luther King et le Civil Rights Movement. Et ça, c'était bien spécifique au contexte américain où il en parlait, même si on va pouvoir faire des liens avec l'Occident. Il montrait bien que la manière dont on enseignait l'histoire, c'était qu'on avait découvert les Noirs au moment de l'esclavage, lorsqu'ils avaient été esclaves, et du coup, il y avait cette conception que notre histoire a commencé avec l'esclavage. Alors que l'histoire de l'Afrique, l'histoire des peuples noirs est bien plus ancienne que ne le commence à être. Bien sûr que l'esclavage est une étape, malheureusement un pan important de notre histoire, mais on ne commence pas en étant esclave.
Et il disait, il faut qu'on réapprenne, il faut qu'on étudie les empires, il faut qu'on étudie la manière dont on a participé au développement scientifique, il faut que les gens sachent que les mathématiques modernes, ça vient de chez nous, etc., etc. Donc toute cette histoire doit être réapprise, mais il faut également qu'on réapprenne tout ce qui a eu lieu comme rébellion. Ils ne sont pas juste arrivés, ils nous ont mis en esclavage. Il y a eu rébellion, il y a eu guerre, il y a eu des morts pour garder leur liberté. Donc c'est beaucoup plus complexe que la manière dont on nous enseigne, mais il disait la manière dont on enseigne l'histoire sert aussi un but beaucoup plus large qui est de nous maintenir dans une certaine conception de nous-mêmes et de nos populations, c'est-à-dire être privé d'agentivité. Avoir été esclave, puis avoir attendu d'être libéré, puis d'être toujours dans ce rapport de force où on est la partie perdante en fait, donc on est faible en fait de l'humanité, etc. Donc ça c'était toute la volonté de Black History Month. Du coup, comme je le disais, Black History Month, on le retrouve, par exemple, ça commence à bien s'implanter au Canada. Dans les années 90, ça s'est extrêmement bien implanté en Allemagne, notamment à Berlin et à Hambourg, parce qu'il y a une grande communauté noire en Allemagne, dans ces villes également. Il faudrait que je vérifie, mais il me semblait avoir lu un article disant que c'était du coup surtout des descendants des soldats qui avaient été en Allemagne. Ça, c'est à vérifier. Mais bon, du coup, il y a quand même une grande communauté en Allemagne qui fonctionne. Mais, chose assez intéressante, Black History Month n'a jamais pu s'étendre, du moins jusqu'à présent, avec telle force à la France. Pourtant, la France, et notamment Paris, est un des pays d'Europe avec la plus grosse communauté noire. À vérifier, mais il me semble même que c'est la plus grosse communauté d'Europe, se trouve en France, mais je ne voudrais pas affirmer une bêtise. Mais il me semble qu'en tout cas, une des plus grosses communautés noires se trouve en France. Donc on pourrait s'attendre quand même à ce que Black History Month, qui a quand même réussi à arriver en Allemagne par exemple, ait pu avoir un certain cadre adapté. Il faut bien comprendre qu'il faut adapter Black History Month au contexte national. Et ça n'a jamais pu se faire en France jusqu'à présent, en dépit de beaucoup d'essais, de demandes. Le CRAN, par exemple, Georges Buitin avait essayé, Maboula Soumaoro aussi, sont des militants qui ont essayé de lancer Black History Month. Il y a eu les journées Africana, mais jamais avec l'impact. Et il y a eu vraiment beaucoup de refus, d'opposition, notamment même dans le milieu politique, à ce qu'on puisse lancer un Black History Month en France. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que dans le contexte français, c'est un contexte bien particulier, par exemple des États-Unis, parce qu'il y a un véritable refus en France. France qui est quand même un pays qui met souvent en avant en fait la tradition républicaine, avec un gros guillemets. Et dans la tradition républicaine à la française, il y a une véritable terreur du communautarisme, encore entre guillemets. Et pas n'importe quel communautarisme, parce que ça j'en ai déjà parlé dans d'autres chroniques, un communautarisme bien particulier qui est le communautarisme noir, le communautarisme racisé. Parce que le communautarisme blanc, il n'y a pas de souci. Même dans les institutions de pouvoir, ça pose pas de problème. Mais le communautarisme noir, qui du coup se verrait dans la Black History Month, c'est niet. En France, c'est une véritable terreur parce que il faut bien comprendre que c'est un pays qui considère que le plus important, c'est la République et donc que chaque individu, finalement, est à égalité. Et du coup, on ne doit pas mettre en avant une spécificité d'un groupe ou d'un individu au détriment des autres. Là encore, d'un groupe en particulier par rapport au détriment des autres, à remettre en contexte. Mais c'est quand même aussi un pays qui a, par exemple, effacé le mot race de sa constitution en disant la race, ça n'existe pas. Sous prétexte que, en effet, niveau biologie, ça n'existe pas. Donc, ça efface tout problème de racisme. Sauf que non, parce que la race et le racisme existent en tant que fait social. Donc, le fait d'effacer le terme ne va pas effacer les implications ni les conséquences. Mais c'est le modèle français. Donc, c'est un modèle qui est constitué pour être foncièrement, finalement, répulsif face à ce type d'initiative comme Black History Month. Mais c'est aussi un pays qui enseigne. Moi, j'ai été à l'école républicaine, j'ai été au collège et je me souviens de mon professeur d'histoire qui nous avait demandé de faire en Guadeloupe, qui nous avait demandé de faire une dissertation en expliquant les mauvais côtés et les bons côtés de la traite négrière. Donc les mauvais côtés, ça avait été l'esclavage et puis les bons côtés, ça avait été la modernisation, les routes. Donc toute une classe avait dû majoritairement noir, on est en Guadeloupe, mais professeur blanc qui vient de France, faire des dissertations pour expliquer les bons côtés de la traite négrière, les bons côtés de la colonisation. Il a fallu avoir une loi en fait pour bloquer ce type de discours, mais ça a pris du temps. Donc le contexte français fait que la Black History Month est très difficile à instaurer, même si en fait ce serait d'autant plus intéressant qu'il faudrait prendre en compte justement l'expérience noire, l'expérience raciale, l'expérience de la colonisation dans le contexte de France. Parce que à la différence des États-Unis, les États-Unis ils ont pratiqué l'esclavage sur leur sol,
Donc c'était invisible. La France a pratiqué l'esclavage dans ses colonies. C'était à l'extérieur, un peu loin des yeux. Finalement, vous n'avez pas à être témoin direct de l'esclavage. Donc, lorsqu'il y a eu fin de l'esclavage, mais continuation de la colonisation, ça n'a pas eu les mêmes impacts finalement qu'on a pu voir aux États-Unis, mais les impacts sont là. Et les différences de traitement des populations sont très présentes. Donc, c'est quelque chose, il y a une absence de conceptualisation, de prise en compte de la question noire dans le contexte français, dû à sa propre histoire, à son histoire de colonisation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement aux États-Unis, les États-Unis ont occupé des territoires, ils en occupent, politiquement et économiquement par exemple, mais ils n'ont jamais eu d'empire colonial, les États-Unis. Alors que la France a eu un empire colonial. La France a eu un empire où elle occupait économiquement, politiquement, mais c'était aussi imposer une langue, imposer des lois. Donc il y avait une volonté de, non seulement on a des possessions de territoire, mais on va les façonner dans une certaine image, et on va façonner ces populations dans une certaine image. C'est ce qui se continue à se faire dans les colonies actuelles. La Guadeloupe, on est à 8000 km, mais on fonctionne selon le système français. Donc on va avoir les cours à la française, la loi française, etc. etc. Donc ça, c'est bien particulier dans le contexte entre États-Unis et France, d'où l'importance que ça aurait d'avoir un moment dans l'année où la priorité, c'est de conceptualiser ce qui se passe en France, c'est de reconnaître les problèmes raciaux, c'est de regarder la question noire, la population noire en France, et donc avoir finalement un Black History Month, mais adapté au contexte national français, adapté à ce, et pas simplement copier-coller, parce que c'est pas quelque chose pour laquelle je n'ai jamais été fan en fait de prendre une notion ou un angle et juste copier-coller dans un autre contexte. Il faut toujours adapter pour pouvoir avoir quelque chose d'utile. Mais voilà du coup ce qu'était le mois de l'histoire, qu'a été le mois de l'histoire des Noirs. Vous pourrez du coup la prochaine fois que quelqu'un vous fera oui mais c'est le mois le plus court de l'année, pourquoi on nous l'a donné, vous pourrez dire en fait on ne nous l'a pas donné, on l'a créé, Dr. Woodson, et vous pourrez du coup raconter quelques petites anecdotes bien intéressantes. Parfait, donc merci beaucoup. Je t'en prie, On Joseph. te retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude. Avec quel sujet? C'est une bonne question, je n'ai pas encore trouvé. Je vous avouerai, ce week-end, je ferai mes recherches. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer. Pour le mois de l'histoire des Noirs, c'est dans ce thème-là, pour tout février. Parce que j'ai beaucoup d'idées, l'actualité m'a bien énervée ces derniers temps, donc je dois beaucoup freiner pour ne pas en faire mes chroniques. Mais jusqu'à fin février, mois de l'histoire des Noirs. Parfait, merci. De rien.